Monsieur le Président. Bon, moi, je vous remercie d'avoir fait état des amendements parlementaires concernant l'hospitalisation à domicile, puisque vous avez ici des personnes qui les ont portés. Parce que les textes ne faisaient pas référence à l'hospitalisation à domicile. Le texte sur les droits des personnes en fin de vie, le mot hospitalisation à domicile ne figurait pas. Donc c'est par voie d'amendement parlementaire qu'il est cité 2 fois, non seulement pour l'information auprès des malades, mais aussi, et ça me semble très fort de le redire, à la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile. Donc c'est un droit. Voilà. Et sur la loi santé, le mot hospitalisation à domicile figurait, il a été complété aussi dans différents articles, parce que, en fait, je pense que le fond du problème, c'est que je ne suis pas sûre que tout le monde y croit. Véritablement. Voilà, je suis peut-être un peu dure, mais voilà, et on a entendu d'ailleurs des points de vue qui peuvent être différents les uns des autres. Moi, personnellement, j'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, il serait intéressant, mais là, je pense que ça ne relève pas du tout de vos compétences, mais je ne sais même pas de qui ça peut relever, mais de voir quel est l'impact psychologique de l'hospitalisation à domicile sur la guérison ou la rémission d'un certain nombre de pathologies chez nos concitoyens. Voilà. Je ferme la parenthèse. Moi, ce qui me semblerait important, c'est quand on compare des prix, qu'on n'ait pas que le prix de l'hospitalisation en structure d'un côté et l'hospitalisation à domicile de l'autre, puisque pour beaucoup de personnes âgées, il faut rajouter au prix de l'hospitalisation en structure les frais de déplacement, notamment en ambulance, en transport sanitaire, qui sont extrêmement coûteux. Et je pense qu'on devrait regarder la totalité du séjour de domicile à domicile, je vais dire, quand on ramène le patient, si on veut comparer des choses. La question que je me pose, mais qui est peut-être pas la bonne, c'est jusqu'à quel point n'y a-t-il pas concurrence entre une tarification à l'activité en structure et une hospitalisation à domicile, dans l'esprit au moins d'un certain nombre de responsables de ces structures. Puisque, comme le disait très bien ma collègue, il vaut mieux avoir des lits remplis que des lits, finalement, qui ne le sont pas complètement. Et donc, est-ce que quelque part, il n'y aurait pas une explication derrière tout cela, qui serait aussi une explication tout simplement de tarification, donc pas seulement réactualisée, mais également de concurrence de tarification entre la tarification à l'activité et finalement la tarification en HLD. Voilà. Alors moi, je suis souvent monomaniaque. Je parle souvent des zones de montagne, vous m'en voudrez pas. Mais l'hospitalisation à domicile pour certaines périodes de l'année dans certains territoires, elle est quasiment impossible. Pour des raisons évidemment de temps de transport qui sont complètement rédhibitoires. Donc voilà, je crois que ce serait assez intéressant dans l'annexe que, je ne sais pas si vous l'avez, hein, dans l'annexe 3 que vous avez mis au rapport, où on voit le nombre moyen de patients pris en charge par jour et pour 100 000 habitants par région. Si on avait le détail, alors je pense que vous l'avez infradépartemental, mais ensuite j'allais presque dire infraterritorial, parce que je pense là on aurait vraiment des disparités extrêmement importantes, parce qu'il y a des territoires où prendre les gens en hospitalisation à domicile, c'est excessivement difficile. Alors j'ai pas de solution, hein, je me permets juste de verser ça dans le débat, mais ça peut expliquer peut-être finalement des disparités assez importantes en chiffres. Sûrement que la région Rhône-Alpes, si on regarde ce qui se passe dans l'agglomération lyonnaise ou dans les zones urbaines, puisque c'est une région, je ne parle même pas d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui est structurée autour de pôles urbains qui sont au nombre de 8 à peu près, et les territoires les plus éloignés, on a certainement des disparités extrêmement importantes en raison de cela. Moi, je terminerai juste là-dessus, parce que je pense que dans les ARS, il serait sans doute intéressant qu'on regarde si le FIR a permis des expérimentations intéressantes de ce point de vue-là. Et si ces expérimentations ont permis d'enregistrer des avancées significatives dans la prise en charge de l'hospitalisation à domicile. C'est peut-être ça ce à quoi vous faites référence quand vous en parlez dans le document à la fin, là, dans les recommandations. Je ne sais pas si c'est à ce à quoi vous faites référence ou si c'est des conventions types qui sont faites par l'ARS.
Voilà, donc moi je pense que si on regardait, sans doute on verrait des expérimentations assez intéressantes à suggérer de développer, parce que quand on discute avec les malades, ceux qui sont pris à domicile aujourd'hui, c'est souvent des gens qui sont eux-mêmes issus du milieu médical, qui connaissent bien, et qui insistent auprès de leur médecin pour obtenir une hospitalisation à domicile. Ce n'est pas que des personnes qui ont la possibilité de le faire familialement, c'est aussi des gens qui sont issus pour certains d'entre eux du milieu médical et qui insistent pour l'obtenir. Et je crois qu'il faut qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas une inégalité, en tout cas c'est le travail des parlementaires, entre des personnes qui effectivement vont bénéficier de l'hospitalisation à domicile et d'autres qui ne pourront pas en bénéficier. Et vous l'avez compris, moi je fais partie plutôt de ceux qui pensent que dans les années qui viennent, pour des raisons aussi de virage ambulatoire qu'on veut et que la loi santé a réaffirmé très clairement, donc on sera aussi amené finalement à développer ce type de prise en charge. Et donc, il faut qu'on veille dans ce développement à ce qu'on n'ait pas finalement deux vitesses dans nos territoires et deux vitesses dans nos structures. Alors, notre collègue, Madame la rapporteure,